Francs-maçons, mes frères, rassemblons-nous sur nos chantiers. Polissons la pierre angulaire, espérance des initiés. Le Grand Orient nous appelle à unir nos mains et nos cœurs. Polissons la pierre éternelle, espérance des bâtisseurs. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. Nous bâtissons la République du monde nouveau. Sous l'étoile qui nous éclaire, poursuivons l'œuvre séculaire. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux. François-Vincent Raspail est un biologiste, un chimiste. Député de Paris en septembre 1848, il se présentera à l'élection présidentielle de décembre. Sa candidature étant explicitement dirigée contre celle d'Alexandre Ledru-Rollin, qui l'accuse d'être responsable de la répression des journées de juin contre la fermeture des ateliers nationaux. Il est donc emprisonné en 1849. Plus tard, il sera exilé. Quand son épouse meurt en 1853, les ouvriers parisiens transforment ses obsèques en une puissante manifestation. C'est elle que nous voyons sur ce tombeau, spectre dans son linceul, une main agrippée au barreau de la prison qui retient son mari. Commun, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. Louis-Antoine Garnier-Pagès dénonce l'élimination de tous les républicains qui sont remplacés au gouvernement par autant de royalistes. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, il s'éloigne de la vie politique, mais reste toujours un opposant farouche à Louis-Napoléon Bonaparte. Cet anti-monarchiste absolu était franc-maçon. Initié aux Amis de la Vérité, quand il était au gouvernement provisoire en 1848, il arbore son cordon maçonnique aux côtés d'Adolphe Crémieux et d'Armand Marrast au moment d'accueillir la délégation du Grand Orient de France. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Camille Pelletan, à partir de 1879, il s'engage farouchement avec Clémenceau et Henri Buisson pour l'amnistie plénière des communards. Il s'engage et il bataille pour que la République réintègre pleinement dans l'histoire de la nation l'insurrection parisienne dont il démontre
qu'elle est fondamentalement une insurrection républicaine. Camille Pelletan s'identifie véritablement à l'aile la plus avancée du Parti radical socialiste qui dénonce ce qu'il appelle, et je le cite, la nouvelle féodalité industrielle. Nous venons de nous recueillir devant les sépultures de 4 francs-maçons, de 4 républicains, de 4 républicains de la conquête et des fondations. Tinius, lui, n'est pas franc-maçon. Tinius est mort assassiné le 7 janvier 2015 parce que rien n'est jamais acquis et que la République est attaquée, que la République a des ennemis. Les grandes libertés républicaines sont attaquées. La grande liberté d'expression républicaine suscite la haine et la terreur. Avec ceux de Charlie, ils étaient la vigie. Ils l'ont payé de leur vie. Pensons à eux. Pensons à Tinius. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisifs à loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Bravo. C'est toujours pour moi un moment émouvant d'être ici le 1er mai, pour y commémorer le souvenir de la commune et de ses sacrifiés, histoire lointaine et pourtant étrangement proche d'une tranche de 72 jours qui a laissé une empreinte si vivante dans notre démocratie, parfois encore bien chaotique. La commune n'est pas née du hasard. Elle est le fruit d'une défaite humiliante que les Parisiens ne pouvaient pas admettre, mais elle est aussi le fruit de la misère des ouvriers, des ouvrières, des petits artisans étouffés par l'industrie naissante du Second Empire. Ils voyaient leur avenir se fermer et leur niveau de vie s'amoindrir. Ce passage à l'ère industrielle n'est pas sans similitude avec la situation actuelle où multinationales, passage au numérique et algorithmes perturbent et vont encore plus perturber tous les métiers sans qualification spécifique de ce peuple qui gronde aujourd'hui. On voit bien que ça craque, que certains de nos concitoyens craquent, et parfois silencieusement. Et comment s'en étonner que ça craque? Va-t-on détourner le regard ou faire mine de ne pas comprendre ou ignorer? Du côté des écarts des fortunes, la démesure est déjà atteinte. Certains ne veulent plus de ce qu'ils estiment être devenu un jeu biaisé aux cartes truquées, et ils cherchent, avec les moyens du bord, d'autres voies pour une démocratie. Qu'en penser? Et encore le souci de la planète, toujours là, non violent, têtu. Toujours les milliers de morts en Méditerranée,
toujours l'ombre terroriste, et le racisme décomplexé, l'antisémitisme, le complotisme opaque, l'antimaçonnisme, pas seulement de l'autre côté des Alpes. Le grand remplacement, parti de France, finit dans le massacre de Nouvelle-Zélande. Prenons garde. Où en est dans notre monde le respect de la dignité humaine, l'égalité entre les hommes et les femmes, qui fut au fondement de l'ordre maçonnique international, le droit humain? L'égalité des droits doit évidemment savoir s'accompagner de politiques de promotion sociale active. L'égalité des chances doit être complétée par des dispositifs d'aide et d'incitation en amont et par des mécanismes de rattrapage et de recours en aval qui permettent de distribuer une réussite sociale renouvelée pour que la collectivité reste en projet et que chacun se sente concerné par son avenir. De ce point de vue, la menace la plus grave pour la démocratie provient beaucoup moins de l'inégalité des richesses que du recul ou de l'abandon des institutions publiques dans le cadre desquelles les citoyens peuvent se rencontrer en égaux, se sentir traités en égaux. La meilleure façon de promouvoir le principe d'égalité, c'est de limiter l'extension des domaines où les mécanismes du marché s'appliquent intégralement, en empêchant ainsi que certains biens sociaux soient purement et simplement transformés en marchandises. On crée un espace de vie où l'argent a moins d'importance, où il est moins déterminant dans les échanges humains et donc où les inégalités de revenus sont moins ressenties. C'est ce que l'on désigne globalement du nom générique de service public. Ils sont le cœur même du projet républicain. Bien entendu, cela n'interdit pas de s'efforcer de réduire les inégalités de revenus, mais c'est bien en développant des espaces de vie commune, affranchis des inégalités de richesse, des espaces du public, que la République fera progresser l'égalité sociale et civique. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens,